Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partage d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Angelina Bruno, danseuse professionnelle, danseuse thérapeute, sophrologue et écrivaine belge, ne se donnant aucune limite malgré les expériences que la vie lui ont imposées. Après un bouleversement majeur dans sa vie, elle a trouvé à 18 ans dans le hip-hop une bouée de sauvetage et un moyen d'exprimer toute la force de son âme. Elle trouvera à travers cette danse un moyen de renaître et d'apprendre à se réapproprier son propre corps. Cela deviendra sa plus grande histoire d'amour. Étant persuadée qu'elle ne pourrait jamais devenir danseuse professionnelle, elle s'est plongée dans la psychologie. Puis, elle a tout quitté pour vivre son rêve pleinement et faire sauter les barrières qu'on lui avait jusqu'ici imposées. Son parcours atypique, marqué par la résilience et l'acceptation de soi, l'a propulsée sur le devant de la scène. De danseuse officielle de Black M à sa participation à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques, du jeu vidéo Just Dance en passant par la danse-thérapie et l'écriture, Angelina est une artiste engagée qui inspire par son authenticité, son histoire et sa détermination. Dans cet épisode, nous plongerons au cœur de son univers pour découvrir comment elle a surmonté les obstacles, redéfini les normes et ouvert de nouvelles voies pour la danse et l'inclusion. Salut Angelina. Bonjour. J'adore parce qu'à chaque fois qu'on dit bonjour aux gens, c'est comme si je leur avais pas dit bonjour avant, tu sais. Oui, on fait semblant. Ah, on est des actrices. Quelle mise en scène. Eh bien écoute, très heureuse de t'avoir en face de moi, à mes côtés, pour ce nouvel épisode. Eh bien écoute, petite question habituelle, comme à tous mes invités. Oui. Pour commencer, peux-tu nous parler de ton parcours ? Comment la danse est venue et est apparue dans ta vie ? Qu'est-ce qui t'a amenée à devenir cette femme artiste multipotentielle complète? Waouh! Alors, est-ce que je vais essayer d'être concise? Moi, je vais vraiment partir dans les très grandes lignes, d'accord? Je pense que ma vie ne vouait pas du tout, rien ne prédisposait à ce que je devienne danseuse. Dans la famille, il n'y a pas forcément d'artistes, donc famille très traditionnelle, moitié sicilienne et moitié belge, parce que voilà, le sang, le cœur. Et donc, moi, je démarre dans la vie un peu en étant un peu paumée, en fait, j'avoue. Je vais à l'école parce qu'il faut aller à l'école, mais j'ai pas de réelle passion, d'accord? Donc, je me dis juste qu'il faut que je passe l'année pour que ça soit pas un enfer à la maison, mais c'est tout. Et après, arrivée adolescente, c'est là où je vais faire la rencontre du rap français, du hip-hop américain, et où je vais devenir complètement passionnée, genre, mais archi fan de rap français. Et donc, je vais traîner dans une cité, etc. Je vais faire un peu la gang. Mais en vrai, pas du tout. Hein. Je suis grave une petite gentille, mais c'est là que je vais découvrir un peu tout, sortir de chez moi et découvrir toute cette vibes hip-hop. Et donc, adolescente, ça commence un peu à danser avec les copines, tu vois. Ça commence à aller un peu en soirée en cachette. Et c'est là que, en fait, quand je commence à danser, je me souviens que mes amis me regardent et me disent mais t'as un truc différent de nous. Genre, il y a quelque chose qui commençait à émerger. Mais voilà, avant que ça devienne pour moi une évidence, c'est vrai que je sentais que j'avais quelque chose avec la musique et qu'il y a un truc qui se passait au niveau de mon petit body. Et puis, voilà, je passe toute mon histoire puisque évidemment, tout le monde va lire mon livre. Oui, évidemment. On va en discuter après. Ouais. Mais c'est vraiment suite à
un médecin. Donc, suite à plein d'opérations, physiquement, ça va pas du tout. Et c'est un médecin qui va me conseiller de faire un sport pour m'aider à m'en remettre. Et c'est là que je me dis, bon, c'est vrai qu'avant, j'avais l'impression qu'il y avait un petit truc avec la danse. Il y a une petite école qui venait d'ouvrir à Charleroi, qui s'appelait Modino. Et je me suis dit, je vais pousser les portes. Et c'est comme ça que tout a commencé. Magnifique. Et comment justement tu as vécu cette période de transition et comment le hip-hop est devenu ta bouée de sauvetage pour t'aider à tout surmonter? Je pense que dans le hip-hop, il y a une énergie, il y a vraiment une âme, il y a vraiment une soul. Et je me suis vraiment retrouvée dans ce que ça dégageait et ce que ça véhiculait. Je suis une amoureuse incontestable de ce monde parce qu'il y a un aspect très underground, donc très pour moi, plus authentique que j'ai pu trouver dans le milieu classique par exemple, qui pour le coup d'ailleurs ne m'a pas du tout acceptée physiquement, alors que le hip-hop, lui, m'a ouvert grand les portes. Et c'est là où j'ai vu plein de corps différents, plein de couleurs, de corps, d'énergie, tu vois, il y avait un truc et je me suis dit, c'est là, c'est trop là, avant de tester, donc vraiment corporellement, j'ai compris que c'était là qui était ma place. On a tous sa place quelque part et je trouve que c'est encore vraiment plus magnifique quand on pousse les barrières et les limites et les injonctions et les croyances qu'on nous a mis pour trouver sa place. Complètement. Et avant donc d'être danseuse, tu as été sophrologue, tu avais ton cabinet. Et qu'est-ce qui t'a poussée à quitter une carrière prometteuse en tant que sophrologue pour te lancer et te consacrer entièrement à la danse? Oui, en fait, je pense que pareil, j'étais évidemment bourrée de limites, de croyances limitantes. De tout ce qu'on m'avait appris. À ce moment-là, j'étais pas encore adolescente, j'étais pas dans une démarche de conscientisation ni de travail intérieur. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus à la mode. Attention, je suis née en 87, je tiens à préciser. Oui, ça ne se voit pas. Donc, je viens quand même d'une époque qui est fin des années 90, début des années 2000. Donc, on n'est pas... La psychologie, aujourd'hui, a vraiment sa place, mais à ce temps-là, c'est pas quelque chose qui est vraiment prenant. Donc... j'ai oublié la question. C'était ce qui t'avait poussé à quitter ta carrière de sophrologue pour devenir danseuse. C'est ça. Donc du coup, à ce moment-là, j'avais pas vraiment encore remis en question toutes mes croyances, etc. Donc pour moi, la danse, c'est vraiment juste en tant qu'élève. Ça veut dire que ça me fait juste archi du bien. Je tombe clairement amoureuse. Il se passe un truc dans mon corps, mais... Pour moi, en faire un métier, c'est pas possible. Donc, le fait de vouloir absolument, je pense que le besoin de comprendre ce qui m'arrivait était devenu pour moi une nécessité. Donc, c'était tant la hiérarchie des besoins de Maslow, c'était limite au même niveau que besoin de manger, boire, dormir et de sécurité. C'était devenu pour moi essentiel de comprendre. Donc, c'est là où je me tourne vers la psychologie, les thérapeutes, etc. Et où je découvre un autre monde et où je me passionne littéralement pour la psychologie, pour tout ce qui se joue et surtout ce que je trouve merveilleux, c'est cet espoir que ça peut être différent. Ça veut dire de se dire, non mais attends, parce que là je pense ça de moi, mais en fait j'ai la possibilité de le changer. Non mais allez, et là je pars complètement là-dedans. Donc à côté je continue de danser, mais c'est juste en tant qu'élève parce que physiquement j'ai pas encore le physique qui me permet d'en faire un métier. Donc je démarre vraiment dans la vie en me disant voilà, la danse elle est là tout le temps là, mais physiquement je n'ai pas la possibilité d'en faire un métier. Et même à ce moment-là j'ai encore cette croyance de me dire je n'ai pas de modèle en fait de nana qui me ressemble. Donc je peux pas me dire que c'est possible. Moi, tous les gens que je vois qui ont réussi dans la danse, c'est des valides. Donc c'est vrai que je n'arrive pas non plus, j'ai pas cette porte ouverte de me dire ah mais en fait je pourrais faire ce métier. Donc voilà pourquoi je démarre dans ma vie en tant que sophrologue avant
de tout quitter. On en reparlera après du côté danse-thérapie. Et qu'est-ce qui t'a poussé justement à croire en tes capacités pour devenir danseuse, malgré les doutes qu'on peut tous avoir un peu au fond de soi ou qu'on fait percevoir de par la société, et aussi parmi les normes établies dans le milieu. Comment toi t'as cru en tes capacités? Eh ben, j'ai littéralement bluffé. J'ai menti. J'ai fait comme au poker. J'ai créé, et donc dans mon chapitre 4, il y a un chapitre qui s'appelle Francine vs Angelina, où je vais expliquer la manière dont j'ai créé Angelina et la manière dont j'ai bluffé. Je n'y croyais absolument pas, Mawen. Je veux dire, bien sûr, j'ai aussi développé parallèlement au bluff. Ça m'a pris du temps, bien évidemment, mais j'ai développé en moi la coach que j'aurais tellement aimé avoir. Ça veut dire que dans tout mon parcours, j'aurais tellement aimé avoir quelqu'un toujours au quotidien qui me dise « T'es badass, tu vas y arriver, t'inquiète pas ». Et j'ai très vite compris qu'il fallait que je la crée. Et donc, parallèlement, pendant que je la travaillais, pendant que je créais cette coach qui allait m'aider, eh bien, je bluffais. Littéralement. C'est drôle que tu parles de ça parce que moi j'ai toujours bluffé dans beaucoup de domaines. Parfois on m'a contacté pour des jobs et on m'a dit tu sais faire ça? Oui, oui. moi je disais oui. Après je me suis dit attends Maïwen, tu vas peut-être pas te foutre dans la merde, on va quand même apprendre un petit peu en amont pour essayer de montrer que t'as pas trop menti et que tu sais un petit peu faire, tu vois. Mais c'est plus ce truc de se dire qu'en fait t'es capable au fond de toi, et c'est pour ça qu'il faut se dire oui à soi-même avant d'avoir la validation des uns et des autres. Complètement. Et c'est la base pour tout. Et est-ce que toi, tu as eu des inspirations, justement, parce que tu disais que tu n'avais pas forcément eu de représentation, oui. Mais est-ce que tu as des personnes qui t'ont quand même inspirée? Complètement. Ah, il y en a eu tellement. Dans mon parcours de danseuse, il y a plein de gens qui m'ont inspirée. En fait, j'allais chercher en chaque personne avec qui je bossais, avec qui je me suis rapprochée, et j'allais chercher des choses qu'ils avaient. Donc, je m'en inspirais beaucoup. En fait, quand on démarre la danse et qu'on n'a pas très confiance en soi, on a souvent tendance à se comparer et s'inférioriser. J'ai fait ça beaucoup en m'infériorisant à des danseurs ou danseuses que je trouvais tellement plus incroyables que moi. Et puis un jour, j'ai compris que malheureusement, ce fonctionnement-là est vraiment toxique pour moi. Ouais. Donc je me suis dit, se comparer est quelque chose, attention, de normal. Il y a aussi un bullshit dans le développement personnel qui te dit, il ne faut pas se comparer. C'est bien mignonne, ma chérie. Mais on démarre la vie par du mimétisme. Donc, ça veut dire qu'on crée notre personnalité en recopiant et en mimant les autres. Donc, se comparer est quelque chose qui est normal. Là où on peut transformer ce sentiment, c'est s'en inspirer. C'est ce que j'ai décidé de faire. Donc, par exemple, il y a des gens avec qui j'ai fait un bout de chemin, qui m'ont formée, notamment Balou, The Cage, qui est quelqu'un en place en Belgique, ou Davidet aussi, qui était un danseur avec qui j'ai bossé, qui m'a appris aussi énormément de choses. Zach Swaga, Bruce Blanchard, Matteo Gheza, que j'adore de ouf, qui est un danseur, moi je l'ai connu tout petit. Aujourd'hui, je le vois, on a fait les paras ensemble. Je l'ai tellement, lui il le sait pas, mais en vrai je l'ai tellement regardé plein de fois et je me disais, il est tellement inspirant, il est beau, il est waouh, tellement charismatique. Et puis évidemment, après j'ai découvert sur YouTube Paris Goebel. Mon Dieu, son charisme. Et je me suis aussi beaucoup inspirée de waouh, j'aimerais avoir ce charisme-là. Ou Alpha Lopez aussi, qui est un danseur belge qui a c'est trop quelqu'un, ce mec. Un charisme de dingue. Donc oui, j'ai pris dans des danseurs avec qui soit j'ai bossé, où j'ai beaucoup observé des choses que moi j'aurais aimé posséder. Et en plus c'est hyper important de regarder ce qui se fait chez les uns et chez les autres pour, comme tu disais, ne pas se comparer mais le transformer en inspiration, parce que la comparaison, oui, elle est normale, mais quand elle devient malsaine et nocive pour la santé mentale d'une personne,
c'est pas bon. Donc, faut toujours trouver de l'inspiration et aussi y trouver de la reconnaissance aussi dans son inspiration et ne pas hésiter à remercier ou envoyer un petit mot, un petit message aux personnes qui nous ont inspirés pour leur dire, en fait, si je fais ça aujourd'hui, tu le sais pas, mais c'est grâce à toi. C'est pour ça que j'ai mentionné tout le monde dans mon bouquin. C'était important, ouais. Et je pense que je suis désolée, ma mémoire est pas ouf. Mais je pense que j'ai dû aussi oublier tellement de monde parce que, voilà, des gens que, par exemple, je n'ai pas bossé, mais juste un cours, un stage, un jour. Et puis, enfin, bon, il y a aussi beaucoup de personnes que je n'ai pas mentionnées ou avec qui ça s'est peut-être mal terminé, qui font plus partie de ma vie, mais qui m'ont aussi inspirée. Donc oui, tu as raison. C'est important aussi de le dire. Comme je l'ai dit, on ne se fait pas tout seul. Clairement. On se fait avec les autres. Et justement, en ne se faisant pas tout seul, en se faisant avec les autres, on a besoin de représentation. Oui. Et qui dit représentation dit inclusion. Oui. C'est un petit peu un mot, entre guillemets, à la mode qui veut parfois tout et rien dire, mais c'est important de bien le définir. Oui. Et justement, comment la danse peut-elle contribuer à une plus grande inclusion et à la diversité dans notre société ? Je pense que la danse, aujourd'hui, elle fait vraiment partie intégrante du monde du spectacle et du divertissement. Donc pour moi, l'inclusion, c'est de pouvoir, en tant que personne en situation d'handicap, être mélangée à des personnes valides sans que forcément il y ait une différence. Il y en a une évidemment dans le faire, parce qu'on n'a pas dans le faire les mêmes capacités, mais la personne en situation d'handicap n'est pas résumée qu'à ça, fort heureusement. Donc je dirais que le fait que la danse soit aujourd'hui vachement vue et de plus en plus vue, c'est là où intégrer des personnes en situation d'handicap permet de normaliser des corps différents. Et c'est là où pour moi, la danse a un réel impact. Ça veut dire que, comme je le dis souvent, si moi, quand ça m'était arrivé, j'avais vu une nana avec la moitié de ses cheveux roses ou sa coupe au bol, avec un bras et demi déchiré sur scène, je me serais dit, waouh, je veux être comme elle. Et je peux faire comme elle. Ouais, et ça m'aurait beaucoup aidé. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de rendre mon histoire publique et j'ai décidé de me montrer et de pouvoir toucher le plus d'enfants et de jeunesse possible. On en parlait avec Ilyes dans son épisode aussi sur l'inclusion et son handicap. Et il disait qu'il avait fait un spectacle au Théâtre du Châtelet récemment. Et il me disait, mais les retours sont fous. Oui. Les retours sont fous. En fait, les gens le disent ouvertement, on veut plus de diversité sur scène. Sûr. Mais parce que maintenant, entre guillemets, je dirais l'influence, mais même pas la représentation, c'est juste qu'on a besoin de se voir en fait à la télé, sur scène, pour se sentir normal et exister. Et pas juste mis de côté ou marginalisé ou mis dans une case ou quoi que ce soit. Ouais, parce que c'est... Moi, par exemple, j'ai combien de fois j'étais saoulée, genre des regards des gens, et de me balader dans la rue, je voulais juste, je sais pas moi, faire ma vie quoi, mais je pouvais pas parce que systématiquement c'était des regards beaucoup trop insistants, des réflexions, des enfants qui n'ont jamais vu mon profil. Moi j'en veux pas aux enfants, hein. C'est à l'éducation et bah oui, eux ils en peuvent rien, ils sont naturels, les pauvres petits bouts de chou, ils disent ce qu'ils pensent, mais donc eux ils gênent parce que eux ils crient. Tu vois, et quand aujourd'hui je suis à l'aise avec mon corps, ça va, mais au début que ça m'était arrivé, c'était si dur. Moi, je les fuyais, les enfants, parce que les enfants crient, ils te montrent du doigt, ou alors ils ont peur de toi, tu vois, parce qu'on n'en voit pas assez. Et encore aujourd'hui, hein, je pense qu'il est temps aussi encore que... Mais ça évolue bien, je pense que ça... Oui. Voilà, il y a des dérives, évidemment, parce que l'handicapé, maintenant, est à la mode, donc il y a des dérives qui se font, mais comme pour tout, de toute façon, quand on change quelque chose, il n'y a jamais un équilibre tout de suite. C'est pour ça quand je disais au début inclusion avec ce côté un peu à la mode, c'est par rapport à ça. Oui, complètement. C'est que les gens se servent dans tous les sens du terme de ce mot pour être à la page et finalement parfois ne pas vraiment voir le vrai sens du mot inclusion. Oui, puis il y a, je pense aussi, il y a un manque cruel d'informations. Je pense aussi juste que parfois les gens pensent pas mal faire, oui, bien sûr. Mais en fait, ils savent
plus aujourd'hui, c'est vrai, quoi dire, parce que aussi chaque histoire est différente par rapport au handicap, donc il y en a qui prennent pas ça mal et d'autres oui, donc c'est un peu cette question de mais qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui, personnes différentes, handicapées, situation de handicap, et même moi, qui du coup est en situation, même moi j'arrivais pas à me définir, genre parce que je pouvais plus dire valide, on est d'accord, je veux dire, il y a une reconnaissance aussi qui a été faite où je ne suis pas considérée comme une personne valide, qui a totalement ses capacités, et en même temps, le mot handicapé, mais tu sais, il me mettait un coup de glotte de je ne l'aime pas, ne l'aime pas, il y en a, ils n'ont aucun problème avec ça, donc je pense que le manque d'information, c'est pour ça aussi que c'est cool que tu fasses cette démarche de nous donner la parole. Je trouve ça génial. Ou à Ilyes, c'est ça, hein? Ilyes, ouais. Je trouve ça génial qu'on puisse en parler. Et il y a aussi ce truc de, tu sais, l'utilisation du handicap aussi fait bonne conscience. Ça veut dire que parfois, on est utilisé juste parce que comme ça, on est dans la bonne conscience, tu vois. Mais les gens ont besoin aujourd'hui de lâcher ses épaules dans cette société de perfection aujourd'hui et de corps parfait, et de voir plus de gens comme nous. Ça leur fait du bien aussi de se dire « Oh, mais en fait, on est tous des humains, quoi. » Tu vois ? C'est ça. Et on est tous différents. Et c'est important même pour moi aussi de vous avoir derrière le micro, parce que même, tu vois, on parle tout à l'heure des années, on est né dans les années 80-90, tu vois, l'éducation n'était pas la même, il y avait des choses qui étaient beaucoup plus tabous, des choses dont on parlait pas. Attention, après moi j'ai quand même ma maman qui était infirmière, qui a travaillé avec des enfants autistes en situation de handicap, etc. Donc j'ai quand même appris certaines choses, mais quand tu ne vis pas les choses intérieurement, moi la première, il y a des mots où j'ai pas envie de blesser, du coup je sais pas quel mot choisir, bien parce sûr. que si selon chaque personne, le prisme de chacun aussi, quoi utiliser pour pas blesser, tu vois. Donc c'est vrai qu'il y a cette notion aussi de pas vouloir blesser, et parfois ça peut être mal vu, et parfois ça peut être bien vu, je pense qu'il faut communiquer, en fait. Faut communiquer, exactement. Les langues se délient et que tout se passe de manière la plus normale possible. Oui. Du coup, je vais rajouter un truc, je vais donner mon opinion sur ça, c'est important, parce que c'est bien de se dire, oui, mais alors, qu'est-ce qu'on dit finalement ? Parce que c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on dit ? Je vais vous donner mon point de vue à moi. En fait, je trouvais que me dire à moi ou dire à quelqu'un, tu es un handicapé, en fait, c'était tellement réducteur, parce que ça voudrait dire que mon entièreté est résumée à un bras et demi, tu vois. Or, ça dépend toujours d'où tu regardes, parce que si tu regardes, par exemple, le fait que je sais pas me faire une queue de cheval, ok, mais si tu regardes d'un point de vue où pour nettoyer ma maison, je fais preuve de stratégie, mais de créativité de dingue, par rapport à un valide qui prend ses deux bras et juste il fait ça, moi je suis là, ok, alors MacGyver t'aime, tu vois ou pas. Donc ça dépend de là où tu regardes. Donc ce qui me dérange dans le fait de dire t'es handicapé, pour moi c'est pareil que de dire à quelqu'un t'es gros, juste t'es gros. Pardon, mais on est résumé à un corps? Non. Par contre, dire je suis quelqu'un en situation de handicap, oui. Parce qu'il ne faut pas non plus négliger ce qui est là. Ça veut dire qu'on ne peut pas non plus dire, me considérer, je ne peux pas demander d'être considéré comme quelqu'un de normal. C'est pas possible non plus. Donc il y a quand même une reconnaissance à avoir, parce que dans certains domaines, j'ai quand même des difficultés. Donc je dirais que je suis en situation de handicap, mais je ne suis pas résumée à un petit bras. Voilà. Exactement. Tu vois ? Ouais, c'est ça. C'est vraiment comme ça que je le vois. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir aussi, c'est que un événement de vie ou un trait physique ne définit pas la valeur d'une personne. Exactement. Et sa personnalité et ses capacités. Complètement. Et tout ce qui peut se passer dans sa tête et tout ce qu'elle est capable de faire. Oui, complètement. Donc ça dépend où on met le curseur. Exactement. Tu vois ? Est-ce que toi, du coup, tu as eu un petit peu des défis, des obstacles, même des réussites, on peut parler aussi de choses hyper positives, que tu as rencontrées en tant que femme, danseuse ou personne en situation de handicap dans un milieu qui est parfois un peu encore normé, même si les choses changent? Yes. Eh ben, je te dirais que tout le temps. Ça veut dire que moi, dans les milieux au départ où j'arrive, je ne bosse jamais avec des invalides. Je ne bosse qu'avec des valides, qu'avec des gens qui ne sont pas en situation de handicap. Donc, après, c'était canon, mais évidemment,
les Paralympiques, pour moi, c'est la première fois de ma vie où je dansais avec plein de gens qui me ressemblaient. Tu vois, même si on était encore une minorité, hein, parce qu'il y avait quand même 150 danseurs et on était plus ou moins 20 à être porteurs d'handicap. Mais qu'est-ce que ça a fait du bien, genre, d'être avec plein de gens différents, plein d'handicaps différents, et cette ouverture m'a fait... ça a changé quelque chose pour moi. Je pense pour tout le monde et pour tous les spectateurs, mais même moi, quand j'ai vu l'ouverture des paras, je me suis dit, enfin. Non, ce n'est pas choquant de voir des personnes en situation de handicap à la télé ou derrière un écran. Non, c'est normal. C'est vraiment inspirant de dingue. C'est inspirant de fou. Moi, j'ai eu des poils, j'en ai pleuré, j'ai des larmes aux yeux en voyant l'ouverture parce que c'était dingue. Et je me suis dit, oui, tout le monde a sa place. Oui. Et je me suis dit, et je pense que la danse, ou même pas que la danse, le rapport à la télé, à l'image, on parlait beaucoup de désirabilité aussi avec Ilyes dans l'épisode. Je pense que c'est en train de changer et j'espère que ça va marquer un peu les esprits. C'est sûr. Donner envie de se dire qu'en fait, non, c'est normal. C'est sûr, parce que malgré tout, il y a quand même quelque chose qui fait partie de l'être humain. Et ça serait ne pas connaître notre histoire que de le nier. C'est qu'il y a un aspect esthétique. On est depuis la nuit même des temps, dans toutes les époques, eu cette recherche de l'esthétisme. Et donc c'est là où contribuer entre handicap et malgré tout esthétique permet de mettre, parce que d'office l'accent, quand tu vois quelque chose qui n'est pas beau, tu ne le valorises, tu n'as pas tendance à valoriser. Je parle en général, on n'est pas tous pareils, hein, mais je te parle dans la pensée générale, on ne valorise pas quelque chose qui n'est pas beau, tu vois. Donc améliorer aussi, tu vois, c'est bête, mais au para, je me suis dit, bon, allez, moi je mets toujours des petites chaussettes, je me suis dit, on part en fall eye, même si on l'a pas vu à la caméra, mais c'est pas grave. Donc, on était tous en fire avec les maquilleuses. En fait, j'avais rempli, parce que je suis toute tatouée, et j'avais rempli mon petit bras de paillettes. Tu sais, j'ai un dragon, et du coup, j'ai des fleurs, tu vois. Et on avait mis des paillettes au cœur, on lui avait fait un petit œil en diamant et tout. Mais c'était trop beau, et en même temps aussi, c'était, tu vois, ramener de l'esthétique. Donc quelque chose qu'on peut dire, oh waouh, c'est laid, ou tu vois ou pas, c'est de ramener et d'améliorer cette image-là qu'on a sur ça. Bah, c'est ce qu'on disait avec Ilyes aussi, c'est que la beauté, en fait, c'est quoi ? C'est un peu comme l'art, c'est un peu subjectif finalement. Il y a quelqu'un qui va trouver quelque chose de très beau et une personne qui va se dire, mais il n'y a rien, c'est une tasse. Enfin, tu vois ? Oui, complètement. Et certains vont voir le autre chose dans cette tasse, par exemple. Tu vois, je reprends vraiment un objet au pif, mais... C'est chacun a sa perception et sa vision des choses. Oui, mais je pense que les paras ont changé quelque chose pour revenir sur ça. Et je pense que la seconde étape, là où on changera encore plus quelque chose, c'est que nous, on puisse danser au JO. Ouais. Et qu'on soit tous mélangés. Tu vois ou pas ? Clairement. Voilà. En même temps, pour moi, c'est... Voilà, quand on me contacte pour les paras, c'est une suite logique pour moi. Oui. Ok, c'est les paras. Ok, cool, c'est ma place. Genre, tu vois. Mais le défi est que nous tous, on aurait dû être au JO. Tu vois pas. Là, ça aurait impacté d'autant plus. Mais on y viendra. On y vient. Ouais, c'est ça, je pense qu'il faut... Oui, moi, je reste positive. Voilà, y aller entre guillemets, étape par étape. Et en parlant justement des JO, comment toi, t'as vécu ta participation au para ? C'était... franchement, ça a été une de mes plus belles expériences artistiques. Vraiment. Non pas déjà pour le processus, parce que y avait déjà dans les vins, donc il s'appelle la Team Saucisson, tout l'aspect créatif. Donc ce qui était cool d'Alexander et puis aussi de Anne, de Alexis, de Arnaud, on a créé quelque chose aussi vachement ensemble. Donc ce qui était chouette, c'est que Alexander qui est valide et toute l'équipe un peu qui s'occupe est valide, mais il a souhaité, enfin tout le monde a souhaité à nous demander, à nous poser des questions, à qu'on fasse les choses ensemble. Donc ça, c'était déjà chambé.
Team Saucisson nous accueille comme si on était des grandes rostas, mais ils étaient merveilleux. Et vraiment, ce truc de danser pour une cause, ils avaient tellement envie de la défendre. Donc, il y avait déjà une énergie, puis on intègre tous les danseurs et il y avait une super ambiance entre nous. Donc, déjà, c'était merveilleux. Première fois où je danse avec des gens. Et puis, ce moment que j'ai vécu, tu sais, avec Lucky Love sur scène, ce petit moment, ce petit moment avec nos petits bras, c'est là où je dis parfois un geste, et c'est pour ça que la danse est si puissante en thérapie, c'est qu'un geste est tellement plus fort parfois qu'une parole. Ça, j'en suis convaincue aussi. Et je pense que si on fait ce métier, c'est pas pour rien. Non, c'est clair. C'est clair. On a certainement beaucoup plus de choses à dire avec notre corps et l'interprétation qu'on y met dessus que nos mots, même si la communication verbale reste quand même un petit peu la base, tu vois. Mais c'est ça qui est beau avec la danse, finalement. C'est complètement. Être capable de dire des choses que certaines personnes ne sont pas capables forcément de dire parce qu'ils ne font pas aussi ce métier ou n'ont pas cette passion-là. C'est ça qui est beau. Et je reviens un petit peu sur tes autres expériences. Qu'est-ce qui t'a marqué aussi dans ton expérience avec Black M, avec Just Dance aussi? Avec Black, c'était le début pour moi. C'était le début de quelque chose, donc ça a été un tournant dans ma vie, un tournant de, encore une fois, faire sauter des barrières et puis me dire, ah waouh, en fait, une danseuse porteur d'handicap peut danser pour une rosta, genre en France. Donc ça avait changé beaucoup de choses pour moi. Puis ça m'a amené aussi ici à Paris. C'est vrai que ça a été vraiment le pont pour moi de venir ici. Et Just Dance, ça m'avait profondément touchée. Parce que bon, déjà, j'adore Ken et Céline. Vraiment au-delà de leur travail, genre, mais ce qu'ils dégagent, ce qu'ils transmettent et leur bienveillance, j'adore, vraiment, j'aime beaucoup ce couple de chorégraphes. Donc, le lien, ce qui était merveilleux avec Just Dance, c'est que, encore une fois, bon, je suis la première, donc, à inclure ce jeu vidéo-là, mais je me dis surtout, souvent, je touche des adultes, moi, ou des ados. Avec Black, j'ai beaucoup touché d'ados. Et là, avec Just Dance, je me disais que j'allais pour la première fois toucher des enfants, des gens encore plus petits, et peut-être plein de petits bouts de chou qui me ressemblent et qui pourraient s'identifier à moi. Donc, ça a été, quand j'ai fait Just Dance, j'ai fait chialer, genre en mode c'était trop bien, et en fait, maintenant, il y a des enfants. Et bref, c'était vraiment trop cool pour ça. Et comment tu vois justement évoluer un peu le monde de la danse dans les années à venir? Après, pour ça, je pense qu'il y a deux côtés, en fait. Je pense qu'il y a des choses qui se perdent, malheureusement. Et là, je vais parler en ancienne, comme mon père m'a parlé, et je pense que je vais parler de la même manière, c'est-à-dire quand mon père me faisait écouter, parce que mon père était un fan de soul incontestable et de jazz, et quand il me faisait écouter toutes ces influences-là, il me disait, ça c'est fini aujourd'hui. Et il me disait, la musique c'était mieux avant. J'étais là, mais n'importe quoi, papa, t'es has-been, genre, tu vois pas. Et maintenant, quand j'écoute ce qui se fait, c'est vrai qu'il y a un truc où ça a tellement changé qu'on ne retrouve plus ce qui est connu. Et c'est vrai qu'on est très attachés, les êtres humains, au connu. Donc, moi, je te dirais, moi, je suis attachée aux années 2000. Pour moi, c'était la meilleure époque. Donc, dans la danse... si tu veux, cette transmission du hip-hop, j'avais l'impression que quand moi je l'ai apprise, ça faisait pas énormément d'années qu'elle était déjà passée. Donc c'est comme pour moi le téléphone arabe, malheureusement, quand tu passes un message à l'autre et à l'autre, tu vois un peu, au fur et à mesure ça se perd. Et c'est vrai que malheureusement le domaine de l'argent et de l'économie fait que moi je vois trop ça dans les écoles de danse, trop de gens qui ne sont pas qualifiés pour moi pour donner cours, qui ne sont pas pédagogues et surtout qui ne transmettent aucune base hip-hop. Donc, on ne sait plus vraiment ce que c'est le hip-hop. Et même moi, par exemple, quand je le danse, quand je fais des chorés commerciales,
je sais que c'est pas du hip-hop. Quand je m'entraîne, je reprends toutes les bases parce que c'est tellement important. Mais c'est quelque chose qui se perd, pardon. Les cours où il y a des bases, encore les cours de locking, de popping, je veux dire, il y a 10 personnes malheureusement. Et les autres cours, tu vois, où c'est un peu plus physique, un peu plus dans l'apparence, sont blindés. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je reproche et quelque chose malheureusement qui se perd. Par contre, il y a plein de choses qui se gagnent. Bien sûr. Dans l'ouverture, dans le fait aussi de connaître. Moi, quand j'arrive, que je prends des cours pour la première fois, il n'y a pas d'afro, ça n'existe pas. Il n'y a pas de cours de raga, il n'y a pas de, tu vois ou pas, new style, on ne sait pas ce que c'est, mais tu vois ou pas, il n'y a pas tout ça. Donc ça, c'est... Maintenant, là, j'entends parler de voguing, de walking, tout ça. J'ai l'impression, ça a toujours été là, hein, attention, hein, bien évidemment. Mais moi, dans mon petit bled à Charleroi, et ça va s'étendre. Maintenant, même dans nos petits villages, on comprendra un peu. Donc, il y a des choses qui vont se gagner. Les choses vont évoluer superbement, autant que certaines choses se perdront. C'est ça, c'est trouver un bon équilibre. Ce qui est impossible, mais... que chacun, en tout cas, trouve son propre équilibre. Exactement. Ça, oui, ça, c'est une belle phrase. On parle d'équilibre et au début de l'épisode, on parlait aussi de psychologie, de danse. Et donc, comment toi, t'as concilié ta passion pour la danse et ton intérêt pour la psychologie ? Yes. En fait, comme ça l'a été de mon parcours personnel, ça veut dire que avant de partir dans un aspect professionnel, d'abord c'est ma voie personnelle. Donc ça veut dire que je danse pour moi et je prends des thérapeutes pour moi. Yes. Donc ça démarre de quelque chose qui est fondamental et qui est viscéral pour moi. Donc au bout d'un moment, je me rends compte, j'ai cru qu'il fallait que je fasse un choix, hein, comme tout est ici très séquencé, on en parlait toi et moi, tout est séquencé, donc on a l'impression que quand tu fais un truc, tu ne dois faire qu'un seul truc. Donc j'ai eu beaucoup de mal à trouver ma place entre mes deux grandes passions. Donc au départ, je m'étais dit, je laisse tomber la danse et pour moi, c'est pas possible. Donc je me consacre qu'à la psychologie. Et en fait, je me rends compte que quand je reçois les gens dans mon cabinet, il me manque un truc, genre. Je me rends compte que je suis là assise et il me manque le mouvement. Et c'est là où je me dis, mais c'est pas possible. Il doit y avoir une formation, il doit y avoir quelqu'un qui concilie, qui rassemble l'art-thérapie, la danse et la thérapie. Et c'est là que je vais découvrir Benoît Lesage, hein, qui est un des fondateurs de la danse-thérapie ici en France, avec qui je me suis formée donc, à Bruxelles. Et c'est là où je vais me former en danse-thérapie et ensuite rallier les deux. En fait, j'aime trop la danse, d'accord ? Mais ça nourrit... Ah bon ? Oui, en fait, ça nourrit grave mon ego, tu vois ? C'est beaucoup dans l'esthétique, l'apparence, parfois le superficiel, et j'aime ça, attention, j'aime les deux. Hein. Je peux être autant matérialiste que autant partir en montagne et puis méditer, voilà. Donc j'ai vraiment les deux polarités. Et... Par contre, l'humain me manquait dans le milieu de la danse. Quand vraiment j'étais juste en tant que danseuse, l'humain et le transmettre. Donc, dans la danse-thérapie, j'ai trouvé ce truc fondamental. Ouais, et de pouvoir, surtout de pouvoir transmettre et aider, c'est merveilleux. Et quels sont du coup les bienfaits de la danse-thérapie, par exemple pour des personnes qui peuvent traverser des difficultés ou même pas, juste pour des personnes qui veulent se retrouver que elles-mêmes, quels seraient leurs bienfaits ? Alors, il y en a tellement, mais tellement. Je pense que déjà, si on enlève juste le bienfait que ça crée corporellement, donc je ne vais pas refaire tout le listing du fait que du coup, vous envoyez plus de sang dans vos artères, que vous faites circuler tout votre corps, que déjà vous mettez en mouvement, ça reste du sport aussi, etc. Donc déjà, si on enlève juste l'effet bienfait du sport que ça peut amener la danse, je pense qu'on va vraiment parler là pour le coup de danse-thérapie, pas juste de danse. Mais la danse-thérapie, pour moi, elle permet de se réapproprier son corps. Donc moi, je travaille avec des tas d'exercices qui permettent de repartir dedans et surtout
En deuxième temps, c'est de le comprendre. C'est-à-dire notre corps, souvent on l'écoute quand il tombe malade ou qu'il change. Et on ne l'écoute pas vraiment avant. Donc ce que j'apprends, c'est de pouvoir l'écouter, de pouvoir le comprendre et ensuite, à travers lui, de pouvoir soigner et se libérer. Pour moi, tout ce qui ne sort pas, tout ce qui ne se transforme pas nous rend malade. Je donne toujours cet exemple du coffre. Ça veut dire que demain, tu sors de chez toi, il y a quelqu'un qui arrive et qui t'agresse verbalement, genre par exemple. Tu vas en prendre un tas d'émotions, ok ? Tu vas rentrer, tu vas le verbaliser. Pour moi, les mots limitent ce que tu as ressenti. Oui, les mots vont t'aider à ta conscience à tout restructurer, mais à l'intérieur, il y a eu une énergie de peur, de colère, etc. Et tu vas en faire des cauchemars et tout. Et toute cette énergie-là a été mise dans un coffre. Pour moi, de pouvoir retravailler, à sublimer toutes ces énergies, à ouvrir le coffre et à sortir, c'est tout ce qui ne sera pas somatisé demain dans ton corps. C'est hyper intéressant et je pense que, tu vois, on parle en plus qu'on attend souvent de se prendre en charge quand on tombe malade ou qu'on se fait mal. Et c'est vrai que les danseurs, j'en parle dans beaucoup d'épisodes, mais on a tendance à croire qu'on connaît son corps. Et en fait, pas tant que ça. Parce que même quand le corps envoie des alertes, on continue de bosser dessus et de se faire mal. Et je trouve que ce serait un bon équilibre justement d'allier de la danse professionnelle à de la danse thérapie. Complètement. Et je pense que c'est aussi c'est une histoire de comment on dit ça, pas que c'est une histoire de mérite, mais ça veut dire que pourquoi on n'écoute pas son corps, tu vois ? Pourquoi en tant que danseur on n'écoute pas son corps ? Moi j'ai vu des tas de gens, et notamment Disney, qui n'écoutaient pas leur corps pour prouver qu'on est capable, pour montrer non mais regarde, tu peux compter sur moi. Et malheureusement, c'est là où la hiérarchie pour moi des priorités, des besoins, de bien les comprendre, ce que j'enseigne aussi, hein, c'est hyper important. Plus tu comprends tes valeurs, tes besoins, plus tu peux mettre en place des choses qui sont une priorité. Moi aujourd'hui, j'aime mon travail, ma priorité c'est la santé et la famille. C'est les deux choses, je peux tout arrêter pour ça. Et je pense que quand ta priorité c'est ta santé, peu importe ce qu'on pense de toi, c'est ton corps que tu vas écouter en premier. Parce que ce que se rendent pas compte les jeunes danseurs, c'est que leur petite blessure d'aujourd'hui sera leur douleur de demain. Exactement, et que c'est pas normal d'avoir mal et de rester avec des douleurs. On en parlait aussi avec Justine dans un épisode où elle a guéri de beaucoup de problèmes de santé physique avec le pilate. Et elle expliquait que c'est pas normal en fait d'avoir mal. Non, exactement. Et on s'habitue. On s'habitue, et je reviens sur ce que tu disais aussi, sur le fait de montrer que tu continues à danser sur tes blessures, ça montre que tu es plus fort ou capable de... Et en fait, c'est complètement faux et c'est complètement erroné. Et je pense qu'il faut aussi changer un peu cette vision-là, de se dire que non, en fait, un danseur, quand il a mal et qu'il est blessé, il n'est pas fragile. Il n'est pas trop douillet ou trop comme ci ou trop comme ça. Il est juste blessé et il a besoin d'un temps de récupération. Et ça ne fera pas lui quelqu'un de moins bon ou de moins efficient ou de moins efficace. Et qu'il a besoin de repos, qu'il faut laisser ça en priorité. Ça, c'est tout un travail de pouvoir se considérer et considérer sa propre parole. Donc, c'est là où le travail, pour moi, thérapeutique est important, même si on le sait. Je pense que, tu sais, quand tu as grandi dans un environnement où, quand tu disais « je ressens ça », on te disait « mais non !» Voilà, tu n'apprends pas à faire confiance à ce que tu dis. Donc, ça veut dire que même toi, tu n'as pas confiance en tes propres capacité, dans le sens où tu ressens que t'as mal, tu dis mais je peux encore y aller ou je peux pas, est-ce que je fais de la comédie, est-ce que je pourrais quand même, et tu vois, c'est cette jauge aussi en soi de doute, de se dire mais est-ce que c'est le bon moment d'arrêter ou est-ce que je dois quand même continuer, tu vois, qui est difficile à trouver. C'est ça, et puis avec notre carrière courte aussi, on a ce truc de se dire attends, là j'ai une opportunité qui arrive, qui se présentera peut-être qu'une fois dans ma vie, je sais que je suis un petit peu pas hyper apte à danser ou quoi que ce soit pour l'instant parce que mon corps doit faire une pause. Mais cette opportunité, elle arrive, donc il va falloir aussi que je mette un peu des œillères et que je continue à danser sur un corps qui a mal. Exact.
Donc il y a tout ça aussi, c'est se considérer soi et considérer les autres comme tu peux dire aussi, quoi. Oui. C'est pour ça que pour moi, je disais toujours pour le travail de danseur, les gars, investissez autant d'heures de travail dans votre corps que dans votre mental. C'est pour moi une des clés de la réussite et du bien-être. Quand je dis réussite, je ne parle pas de réussir tel ou tel job. Je parle juste déjà de pouvoir en vivre de la danse qui n'est pas évident, mais c'est de pouvoir concilier les deux et arriver à vos objectifs sans vous faire trop mal. Travailler autant d'heures que vous travaillez votre corps sur votre mind. Si tout le monde ferait ça, là, on serait plus dans un équilibre. Ouais, clairement. Et on parle d'équilibre et de thérapie. Et je pense que pour toi, l'écriture, ça a été un petit peu thérapeutique, j'imagine, de raconter ton histoire à travers ton livre que tu nous as ramené. Oui, il est là. Oui, je l'aime trop. Ton bébé. Mon petit loulou. Que j'ai eu la chance de lire en exclusivité et que je recommande... Je ne peux que recommander de toute façon de s'inspirer, d'écouter, de lire les histoires des uns et des autres. Ouais. Donc voilà, on en parlait beaucoup en off, je me suis beaucoup reconnue dans ton livre. Ouais. Et voilà, je ne vais pas plus teaser que ça, allez le lire. Et c'est cool que tu en parles parce que tu vois, parfois on pense que peut-être c'est un livre qui traite que le handicap, mais tu vois, pas du tout. Non, ça, pas du tout. Ouais, ça traite plein de sujets différents. Plein de sujets différents et trouver de la légèreté et ou poser les bonnes émotions avec les mots aussi, parce que tu vois, c'est ça, nous on est avec notre corps, c'est trouver un bon équilibre et faire ressentir, comme on disait en off, que ce soit pas un livre trop lourd, trop... Oui, bien sûr. Bah voilà, en tout cas, moi, c'est pas du tout ce que j'ai ressenti. Il y a eu des moments où j'ai ri à travers ce livre. Et voilà, voir les choses avec légèreté. Donc, lisez ce livre quand il sortira, parce qu'il ne sera pas encore sorti quand on sortira cet épisode. Le 16 octobre. Mais on peut déjà le précommander. Oui. Mawen, on peut déjà le précommander sur Amazon. Pour ceux qui ne sont pas OK avec Amazon, je comprends. C'est pas moi qui ai décidé. La Fnac. Voilà, si jamais, sur le site de la Fnac, il y est. J'adore. Et comment toi, justement, l'écriture... a-t-elle été un petit peu complémentaire à la danse ? En quoi l'écriture et la danse, justement, sont complémentaires pour toi ? Je pense que tu as dit une chose importante, c'est que je me suis vite rendu compte dans la vie que les mots ont carrément un pouvoir. Et quand on vit des expériences aussi dramatiques que j'ai pu en vivre, choisir les bons mots, c'était de pouvoir au mieux, parce que pour moi c'est jamais à 100%, mais c'était de pouvoir au mieux partager ce que je ressentais et essayer de faire comprendre au mieux aux autres ce que je pouvais ressentir à l'intérieur de moi. Quand on vit des blessures similaires, c'est cool parce qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin de rechercher des mots plutôt compliqués. Mais quand moi, je perds mon bras, il n'y a personne autour de moi qui a perdu un membre. Donc, je ne me retrouvais nulle part. J'arrivais pas à partager ça avec personne. Et c'est là où j'ai commencé à tenir un journal intime et que j'ai commencé à écrire, notamment quand je suis partie solo en Sicile pendant 3 semaines, où j'ai commencé à beaucoup écrire. Et ça a été sa structure, l'écriture structure, l'écriture libère. C'est vraiment un outil aussi que j'utilise dans mes sessions de danse-thérapie, parce que ça aide à sortir aussi à l'extérieur parfois ce qui est... Tu sais, les pensées, parfois je les vois, elles sont entremêlées, tu comprends plus rien. Et de pouvoir juste écrire tout ce qui nous passe par la tête, ça aussi permet de prendre de la distance et parfois du recul et de se relire et dire ah ouais, et des prises de conscience. Et de savoir poser les bons mots aussi. Parce que parfois on a des mots qui peuvent être très très durs dans notre tête, et quand on les sort et qu'on prend conscience de ce mot-là, on se dit mince, peut-être que je pourrais trouver un autre mot qui soit un peu moins dur pour être moins dur avec soi-même aussi. Oui, complètement, oui. C'est ça, on n'a pas... Tant que c'est les pensées dans la tête, tu sais, on n'a pas vraiment cette conscience qu'on pense parfois aussi des choses horribles de nous. Mais quand on doit les écrire, c'est dur de les voir après sur une feuille, de dire waouh. Et c'est pour ça que c'est... pour moi, l'écriture a été vraiment m'a suivie depuis des années. Et le fait de l'écrire a été vraiment une concrétisation. Et ça t'a permis d'exprimer une autre facette de ta créativité ? Complètement.
complètement... déjà, je m'en pensais pas capable, pour commencer. Il y a 5 ou 6 ans, j'avais essayé d'écrire. J'avais pris d'ailleurs quelqu'un pour écrire. Et parce que je me sentais pas capable. Et donc moi, je lui écrivais ce que je voulais et lui réécrivait. Et quand je lisais ce qu'il avait réécrit, je me disais, mais moi, je préfère ce que j'ai écrit. Mais je me dis, mais c'est pas ton métier, Angelina. Tu n'es pas capable d'écrire, en fait. Donc, et puis, le mec, ça a capoté, ce projet a capoté. Il m'a laissé tomber du jour au lendemain. Je lui en ai voulu parce que c'était dur pour moi, juste déjà de réécrire, de repasser par là. C'est dur, quoi, émotionnellement. De se replonger, c'est trop, ça reste un traumatisme pour moi. Donc c'était vraiment dur. Je en ai voulu et j'ai laissé ce projet de côté. Et puis voilà, je pense que quand vous êtes prêts et que les planètes se sont alignées, les livres est tombé vraiment pile poil au bon moment. Donc ouais, je me suis aussi découvert via ce livre. Je me dis, mais attendez, madame, est-ce qu'on a un multiple talent? Ben oui. Et puis ça voulait dire que ça devait être toi qui devais écrire ce livre et que c'était pas le bon moment pour le faire et que... Oui, et surtout, c'est dans ce bouquin, c'est aussi ce que je voulais défendre, c'est-à-dire l'imperfection de la vie. C'est l'imperfection qui est jolie. Donc il y a des phrases encore hier, je me relisais et je me disais, pardon, mais cette phrase ne veut absolument rien dire. Et c'est pas grave parce que je me dis, c'est moi, en vrai, c'est moi. Parfois, je dis des phrases, oui, c'est pertinent, c'est incroyable. Et puis parfois, c'est totalement bête. Et c'est là où c'est cool parce que je pense que ce livre est aussi moi et parfois très imparfait et à l'image de ce qu'on est. Exactement. Ouais. Et quels sont les thèmes que tu abordes dans ton livre, justement? Alors, il y en a beaucoup. Bien sûr, l'accident, le handicap, la dévastation. Donc, toute cette période où toutes vos fondations s'écroulent et vous devez absolument tout reconstruire. Donc, toute cette phase de revalidation, mais j'aborde aussi le deuil, le regard des gens, et puis toutes les techniques que j'ai utilisées pour réussir à me reconstruire et les ingrédients que je donne aussi pour réussir ces objectifs. Il y a plein de trucs. Oui, les ingrédients que j'ai lus et que du coup je ne dirais pas. Alors cette transition est horrible parce qu'il y a du monde qui passe dans les couloirs. C'est une catastrophe. Je pense que ça je vais laisser dans l'épisode. En plus, ça a attendu que tu recommences de parler pour refaire du bruit. La personne est sortie. Oui, je disais toutes les clés que moi j'ai lues. Parce que je l'ai eu en exclusivité. Voilà. Et tu vois, tu parles d'imperfection, mais il y a des choses souvent qu'on perçoit et que les autres ne perçoivent pas. Et t'as dit que là, il y avait des phrases dans ton livre qui n'étaient pas parfaites, mais moi, j'ai pas perçu ça. En tout cas, tout a été compréhensible et tout a été... lisible, donc mais on est toujours dur on est toujours dur avec soi, hein. Voilà, on reste quand même des perfectionnistes et voilà, on reste dans un métier artistique où on veut toujours atteindre une excellence. Donc c'est vrai que là je me dis, pour un premier bouquin c'est pas mal. Alors je ne me considère pas du tout comme une autrice, mais je me dis voilà, le deuxième, si j'en fais un ou le troisième, sera nettement mieux. Et puis si ça se peut, c'est cool parce que c'est cette manière aussi d'écrire qui fera du bien aux gens. Donc voilà, je les laisse accueillir comme ils le ressentent, et puis chacun prend ce qu'il a envie de par son histoire. Bien sûr. Et comme tu dis, on ne peut pas faire des choses parfaitement dès le début. Et je reviens aussi par rapport au perfectionnisme. Est-ce que c'est pas ça aussi qui nous permet d'avancer et de toujours vouloir faire mieux et donc faire plus et donc d'atteindre de nouveaux objectifs? Faut trouver aussi, je pense, encore une fois, un équilibre dans le perfectionnisme et se dire que c'est peut-être ça qui nous donne envie peut-être d'écrire un deuxième ou un troisième et de voir l'évolution. Non. Non. Je suis trop pas d'accord avec ça. C'est quelque chose qui... Et malheureusement, c'est quelque chose qui est dans une pensée populaire, ça. Non. Et l'exigence et, comment on dit, le fait d'être méticuleux dans son travail, je ne sais plus l'adjectif pour qualifier. L'exigence est une bonne chose. Être exigeant avec soi-même est une très bonne chose parce que c'est elle qui nous pousse à faire un travail qui est nettement meilleur que ce qu'on aurait pu faire.
la perfection, il y a bien déjà un problème dans le titre. Tu vois, c'est drôle, on parle de l'importance des mots. Perfection. C'était ce que je voulais. C'est exactement. C'était le mot exigence que je voulais dire. Ah, ok. Et tu voilà, vois, d'accord. L'importance Alors, des on mots. est d'accord. L'importance des mots. On est d'accord. Voilà. Perfection, c'est un but qu'on n'arrivera jamais à atteindre. Voilà. Et donc, on sera systématiquement déçu. Tu connais ces gens qui réussissent des choses incroyables et pourtant, ils arrivent toujours à redire et à être déçus de ce qu'ils ont fait. Et ben moi, je trouve ça tellement triste quand on n'arrive pas à apprécier ses victoires aussi. C'est tout aussi important. Clairement. Donc oui, le mot exigence, par contre, tu as raison. Ouais. L'exigence est importante. Oui, c'était oui, complètement. la façon de penser que je voulais transmettre oui. Comme quand on en revient à dire, je suis d'accord. Oui. Les mots sont importants. Bah bien sûr. Et l'erreur est humaine, parce que du coup je me suis trompée en direct live. Attention. Et du coup tu vois, moi en grande perfectionniste, c'est génial. J'apprends à lâcher aussi ce truc et bien. À lâcher prise, même avec après les gens qui réécouteront et écouteront cet épisode, de dire que bah ouais, je me suis trompée et en fait et tout va bien. Et tout va bien. La terre continue toujours de tourner. Oui, parce que sinon ce serait très narcissique et nombriliste de se dire que le monde s'arrête. Non, mais je te dirais autre chose. Oui. Dans la peur de se tromper, je te dirais autre chose. Je te dirais que ça n'a pas empiété sur ta valeur. C'est ça. Exactement ce que je disais tout à l'heure en plus. Voilà, tu vois, tu peux te tromper, tu ne perds pas de valeur pour autant. C'est Exactement. ça que les gens ont peur. Ce n'est pas tant, tu vois, se tromper, c'est perdre de la valeur et être jugé, on pense que ça atteint notre valeur. C'est ça. Mon charisme est toujours là, mon humilité aussi. Toujours. Tu es toujours aussi belle quand je viens d'arriver. C'est l'humour. Mais moi, je peux te le donner, ce compliment, dis donc. Il est gratuit. Revenons à nos moutons. On était sur le livre, justement. Quel message tu souhaites, à travers ton histoire, transmettre aux personnes en général, hein, ou même aux personnes en situation de handicap qui rêvent de danser ou d'atteindre leur objectif? Je pense que ce qui m'a le plus impacté dans ma vie, à travers ce que j'ai vécu, à ce que j'ai pu vivre, c'est le désespoir. Je pense que pour moi, le désespoir, c'est vraiment quand on arrive à un désespoir, à perdre tout ce qu'on pensait être possible, c'est la mort. Oui. Donc, j'ai envie de réveiller en chaque lecteur, si c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais je dis ce que je ressens. Je voulais vraiment réveiller une pulsion de vie et redonner l'espoir que c'est possible, leur dire à quel point moi j'ai cru que ça ne l'était pas et à quel point je me suis prouvé qu'en fait je me trompais. J'ai envie de pouvoir prouver aux gens qu'ils peuvent vivre la vie qu'ils désirent, évidemment en étant conscient de plein de choses que je transmets aussi, donc du prix à payer, parce qu'il y a toujours un prix à payer, ça j'en viens plus loin, mais c'est juste de redonner l'espoir de c'est possible, les gars. Et si vous pensez que ça l'est pas, après avoir lu mon bouquin, venez à mes stages de danse-thérapie, hein, je vais vous transformer. Parce que s'il y a bien un secteur, alors autant j'ai pas super confiance en moi en danse, autant en danse-thérapie, j'ai confiance en moi. Yes. Ouais. Et c'est quoi le prix à payer? Tu dis que tu allais en venir. Oh, il y en a plein. Ok. Il y en a plein suivant ce qu'on... En fait, là où personne ne nous en parle, je trouve, c'est que quand on se fixe un objectif dans la vie, on nous demande jamais de mettre sur papier qu'est-ce qu'on pourrait payer comme prix. Moi, par exemple, comme je l'explique, le fait d'être venue ici à Paris, le prix à payer, ça a été de quitter ma famille, mes racines, les gens que j'aime. Ça a été de ne plus voir mes parents vieillir. Ça a été de me rendre compte qu'à chaque fois que je les voyais, vu que c'était plus espacé, je me rendais compte qu'ils avaient pris un coup à chaque fois, une ride en plus que je ne vis plus parce que je ne suis plus là. Ça, c'est un des prix à payer au-delà du confort de vie, parce qu'en Belgique, j'avais un confort de FDP, tu vois. J'arrive ici et je suis obligée de vivre dans des endroits tout petits, sans jardin. Enfin voilà, ça aussi, je savais qu'il fallait que je passe par là et l'accepter aussi, tu vois. Donc c'est d'être conscient aussi, parfois, dans tout choix, on laisse quelque chose. Une fois qu'on est prêt à ça, il n'y a plus qu'à. Clairement. Ouais.
Écoute Angelina, l'épisode touche bientôt à sa fin. Oh non. Ça fait déjà 1 heure. Waouh. Et on papote. Quels sont tes prochains projets artistiques? Là, le prochain projet, donc là je vais être sur la promo du livre, hein, donc je vais partir sur plein d'endroits où je vais pouvoir retrouver les gens dans des séances dédicaces, etc. Donc ça c'est cool. Ouais. Et au-delà de la promo du livre, donc j'organise un stage, un week-end entier de danse-thérapie le 22, 23, 24 novembre que je vais bientôt ouvrir les inscriptions où on part en immersion totale pendant 3 jours de pur changement. Donc ça va être incroyable. Je faisais ça déjà en Belgique, mais j'avais pas encore monté ça ici à Paris, donc je pense qu'il est temps de le faire. Et puis j'ai un big projet, mais genre j'avais 2 rêves dans ma vie. Le premier c'était d'écrire un livre et j'en ai un deuxième, mais je vais pas me porter l'œil. Donc... Non, je vais te dire, si t'as pas envie de te porter l'œil, non, mais je ne le dirai pas parce que voilà, avant d'avoir mené et d'avoir signé et que je suis sûre qu'il va se faire. Voilà, en tout cas, je croise trop les doigts, tous les doigts possibles, inimaginables, mes cils, mes doigts de pied, tout, je croise tout. Et mais en tout cas, ça c'est pourquoi je vais me battre maintenant pour atteindre celui-là. Et celui-là, c'est dans les étoiles. J'ai des frissons. Ah oui. J'ai trop hâte de voir la suite. Ouais, voilà, l'évolution, c'est toujours hyper inspirant de voir les autres grandir. Et si tu pouvais donner un conseil à ton moi de 17 ans, quel serait-il? Ne perds jamais espoir. C'est ça que je lui dirais. Garde confiance en la vie. Parce que ce que tu vas vivre, baby, mamma mia, ça va être incroyable. Ne perds jamais espoir. Ça m'a... Oui, ça m'a touchée. C'est super. Ça sera coupé au montage. Non, faut pas couper au montage. Non, je rigole, ça sera pas coupé au montage. Mais ouais, ça m'a touchée. Oh, t'es trop mignonne. Aïe. En plus, il y a du monde qui rentre et tout, c'est super chiant, ça va déstabiliser. Oui, c'est ça. Enlève l'émotion, pars sur autre chose. C'est bien, Mawana, allez, quitte-la l'émotion. Quel dernier message tu souhaiterais adresser aux personnes qui nous écoutent, qui te suivent, voilà, personnes qui souhaitent se lancer, un mot, même pas qu'à un sens ou qui a du lien avec l'épisode, mais quelque chose que tu veux dire pour clôturer. Ok, juste pour clôturer, c'est une phrase qui m'a accompagnée une grande partie de ma vie. Mais c'est une phrase que je dis tout le temps, je sais, mais je le redis pour tous les gens qui me découvrent, c'est les limites sont celles qu'on s'impose. Je vais finir sur ça. Je suis tellement d'accord avec toi et il n'y a pas plus belle conclusion que cet épisode. Yes. Merci Angelina pour ton temps, ton partage, merci pour ton livre. Merci que à j'ai toi. dévoré. Voilà. Merci. Trop bien. Merci vraiment de t'être déplacée jusqu'à moi, d'avoir tout partagé, ce qu'on a pu même se partager en off, et là, toutes les deux derrière les micros. Merci. Merci à toi pour ta démarche, qui est super géniale. Merci à toi pour ce que tu fais aussi, tu vois, de nous donner la parole. Tu véhicules quelque chose, parfois on se rend pas compte, mais tu véhicules quelque chose qui est très cool, et surtout dans le milieu de la danse aussi, parce qu'il y a beaucoup de podcasts, mais dans le milieu de la danse, moi j'en connaissais pas trop. Donc merci à toi pour ta gentillesse aussi et ton invitation. Merci Angelina. Oui, avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Ciao ciao.